Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Fred Dervin dire, le concept de culture. Comprendre ses détournements et manipulations, 2013. Séverine Ferriéré, l'ennui à l'école primaire. Représentation sociale, usage et utilité, 2013. Jean-Yves Dartiguenave, Christophe Moreau et Maïté Savina, Identité et participation sociale des jeunes en Europe et en Méditerranée, 2013. Agnès Florin et Marie Preau, sous la dire de Le bien-être, 2013. Jean-Michel Bessette, Bruno Pequignot dire Comment peut-on être socio-anthropologue, 2012. Yves Lenoir, Frédéric Tupin dire Instruction, socialisation et approche culturelle, des rapports complexes, 2013. Yolande Rioux, l'identité berrichonne en question S. L'histoire aux histoires, 2012. Pierre Vendassi, diagnostic et évaluation, la boîte à outils du sociologue, 2012. Isabelle Georges, les nouvelles configurations du travail et l'économie sociale et solidaire au Brésil, 2012. Pascal Bruneteaux et Nora Benarroshorssoni, Intégrer les Roms? Travail militant et mobilisation sociale auprès des familles de Saint-Maur, 2012. Mélodie Genré dire Représentation. Le genre à l'œuvre, volume 3, 2012. Mélodie Genré dire Création. Le genre à l'œuvre, volume 2, 2012. Mélodie Genré dire Réception. Le genre à l'œuvre, volume 1, 2012. Avant-propos. Souvent mise en avant comme un catalyseur, voire une cause ou une conséquence de certains problèmes socio-économiques, la question de l'immigration a envahi une fois de plus la scène électorale française en 2012. L'immigration s'est affirmée, au fil du temps, comme un thème de réflexion majeur de notre société. Beaucoup s'interrogent sur la forme et la finalité qu'elle doit avoir. Pour autant, on occulte trop souvent le fait que l'histoire de la France actuelle est intimement liée à l'immigration, notamment celle qui est en provenance de ses anciennes colonies. Française, née en Guyane et fille d'immigrés, j'ai moi-même immigré en métropole pour poursuivre mes études. Cette expérience m'a permis de me rendre compte que, malgré les devises de la République, nous ne sommes pas tous égaux quant à notre intégration à la société, a fortiori si l'on est de nationalité étrangère. Immigrer dans mon propre pays, c'est ce paradoxe qui m'a poussé à étudier la question de l'intégration des immigrés domiens en métropole. Le choix initial est souvent guidé par des sensibilités ou des orientations qui n'ont rien de scientifique, et dont il faut s'affranchir progressivement. Or, ce processus n'est pas facile, car il implique au moins autant un travail sur soi qu'un travail sur les notions du sens commun, sur les catégories de la vie courante dont l'usage peut conduire à l'aveuglement, écrivait Serge Pogam. Un travail de distanciation vis-à-vis des prénotions s'est donc avéré indispensable pour mener à bout cette étude, effectuée dans le cadre d'une thèse de sociologie, soutenue à l'Université Bordeaux II, et dont la version présentée ici est une refonte. Cette recherche s'est déroulée en 2 étapes. La première qui a consisté en un VAT, volontaire d'aide technique à l'INSEE, en Guyane, m'a permis de récolter des données statistiques concernant la population domienne immigrée en métropole. La seconde a été consacrée à l'analyse de ces données, lors de mon retour en métropole. La problématique traitée est celle de l'intégration des immigrés domiens en métropole, sur la période des recensements INSEE de 1990 et 1999. Après un retour sur l'histoire des départements d'outre-mer et de leurs flux migratoires, la question de l'intégration est abordée au travers des différentes instances de socialisation. L'énoncé de la question de départ a permis de déterminer les conditions de recherche exploratoire.
La construction de l'objet sociologique et de la problématique est le fruit du travail de recherche bibliographique, le but étant de cadrer l'étude. Les sources documentaires ont fourni les informations et un éclairage complémentaire, permettant de clarifier les notions et les termes impliqués dans le sujet d'étude. La vaste bibliographie parcourue a permis aussi en amont le recueil des données nécessaires au cadrage de l'enquête de terrain. Au retour, hélas, limité, faute de moyens, et en aval, de compléter et éclairer les résultats de l'INSEE. Introduction. Entre la France et les départements d'outre-mer, les relations sont le fruit d'une très longue histoire, avec pour point d'orgue le vote de la loi Taubira qui impose la reconnaissance de la traite des Noirs et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. En mémoire de tous ceux qui se sont battus pour abolir l'esclavage, en 1848, cet événement est considéré comme historique. À partir de l'abolition de l'esclavage, germeront les idées favorables à l'obtention de la citoyenneté française pour les résidents des colonies. C'est ainsi qu'en 1946, ces terres d'outre-mer passent du statut de colonie à celui de département français. Nombreux sont les Domiens à s'être installés en métropole, au point que l'on puisse parler lorsqu'on les évoque, de minorités visibles. Que leur séjour soit temporaire ou définitif, les Domiens de métropole gardent toujours le lien avec leur département d'origine, que ce soit à travers des habitudes culturelles, vestimentaires, culinaires ou de par leur retour au pays. À l'heure où la France, terre d'immigration par tradition, s'interroge à travers différents débats politiques, identité nationale, régulation du nombre d'immigrés acceptés chaque année, mesures de reconduite à la frontière, remise en question de la double nationalité ou le report sine die du droit de vote des étrangers, sur le maintien de cette culture de l'accueil de l'autre, certains Français éprouvent encore des difficultés à se sentir intégrés à la société, du fait notamment de leur origine. Le constat vaut également pour les Domiens de métropole. C'est dans ce contexte que l'on aborde ici le sujet de l'immigration domienne en métropole, et plus particulièrement le processus d'intégration des Domiens à la société métropolitaine. Ce travail exploitera les données récoltées par l'INSEE lors des recensements de 1990 et de 1999. Seront présentés dans une première partie les concepts et les outils nécessaires à la construction de la problématique et de la méthode de recherche sur les différentes étapes du processus d'immigration, depuis la période coloniale, avec la traite négrière et l'esclavage, jusqu'à la départementalisation. Le long cheminement pour la reconnaissance identitaire fait partie intégrante de la biographie du peuple domien. La question de l'identité des Domiens, à travers ses dimensions sociales, culturelle et professionnelle fera l'objet d'une deuxième partie, qui comprendra en outre un état des lieux du concept, à l'aide des divers courants de pensée composant les sciences humaines. Les constants retours sur l'histoire des départements d'outre-mer auront pour objectif l'analyse des évolutions de la société domienne et la mise en évidence des différents facteurs qui ont permis d'amorcer le processus d'immigration vers la métropole. Pour comprendre et analyser l'immigration, les étapes du processus seront analysées dans la troisième partie de l'ouvrage, qui traitera des effets de l'émigration, de la migration et de l'immigration, sans oublier les aspects historiques et politiques. La population d'étude sera présentée dans le cadre d'une analyse approfondie des modèles familiaux des DOM et de la métropole. On analysera l'histoire de la famille, pour mettre en évidence les éventuelles évolutions qu'elle aurait connues. Cette partie propose aussi une étude du statut de l'homme et de la femme à travers leur rôle de mère et respectivement de père. Sous couvert d'une politique égalitaire en termes de droits, par rapport à la France, la départementalisation postulait l'assimilation de la population domienne. Dans le même temps, la langue française devenait la langue officielle, reléguant l'usage de la langue créole à la sphère privée. La cinquième partie du travail traitera de l'éducation comme facteur d'intégration sociale, par le biais d'une analyse du niveau d'éducation de la population domienne. On portera une attention particulière à la place du créole dans la construction identitaire de la population domienne. L'activité professionnelle et le chômage seront étudiés par la suite, avec pour objectif de comprendre l'impact de l'activité professionnelle sur la capacité des Domiens à s'intégrer à la société métropolitaine. Cette partie s'attachera aussi à la localisation de la population domienne sur le territoire métropolitain,
pour déterminer si cette répartition géographique obéit à une logique purement historique ou économique et sociale. On se penchera également sur les conditions de logement des natifs des DOM résidant en France. Enfin, dans la dernière partie, on tentera de mettre en évidence les expériences de discrimination vécues par les immigrés domiens résidant en métropole. Pour ce faire, on s'appuiera sur l'étude Trajectoire et Origine menée en 2008 par l'INED et l'INSEE, ainsi que sur le rapport Inégalité et discrimination pour un usage critique et responsable de l'outil statistique du Comité pour la mesure de la diversité et l'évaluation des discriminations présidé par François Héran, tout comme sur l'étude La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et naturellement sur les questionnaires adressés aux immigrés domiens résidant en métropole. À partir de l'histoire et des données de l'INSEE issues des recensements de 1990 et de 1999 et du questionnaire que nous avons réalisé, un portrait de la population domienne immigrée et résidant en métropole sera dressé, avec pour objectif d'analyser son processus d'intégration. Objet de recherche, outils et problématiques. Tout comme la question sociale, la question de l'identité nationale n'a jamais été autant d'actualité, pour au moins une partie de l'opinion publique. Partant de ce constat, on s'intéressera à l'intégration des immigrés domiens dans la société métropolitaine, à travers l'analyse de leur trajectoire historique, familiale, scolaire et professionnelle, depuis le départ de leur DOM d'origine jusqu'à leur arrivée dans l'Hexagone et à leur séjour. Or, on ne peut s'intégrer à une société que si l'on est capable de s'identifier à elle et d'y éprouver un sentiment d'appartenance. Ainsi, ce travail prétend, à travers l'étude d'une population immigrée, de mettre en exergue certains aspects du processus d'appropriation des normes et des valeurs, étape indispensable de l'intégration. La particularité de la population domienne, de nationalité française mais considérée comme immigrée dans son propre pays, incite de surcroît à se questionner sur le contenu même de l'identité française. Ne pourrait-on parler non pas d'une, mais des identités françaises ? En tout état de cause, le processus d'intégration est d'abord fondé sur une interaction entre l'immigré et l'autochtone. La personne qui immigre est un acteur de son intégration à la société d'accueil. D'où l'approche interactionniste utilisée ici, qui accorde une place théorique à l'acteur social en tant qu'interprète du monde qui l'entoure et par conséquent, met en œuvre des méthodes de recherche qui donnent priorité au point de vue des acteurs. Ainsi, l'immigré domien sera étudié non comme un sujet passif mais comme un acteur qui a le pouvoir d'influer sur son intégration, tel qu'il est décrit par Jean-François Dortier, entre autres. L'approche en termes d'acteurs souligne au contraire les capacités d'initiative et l'autonomie relative dont disposent les individus ou les groupes. Cette capacité de choix implique aussi une aptitude à raisonner et à délibérer. Assimilation, acculturation, intégration, ce sont des notions renvoyant à des réalités socioculturelles différentes et à des contextes historiques, notamment celui de la colonisation. Un travail de reconstruction et de réappropriation de ces concepts s'impose donc à toute tentative d'objectivation du phénomène social. L'assimilation, terme issu d'une expression juridique latine, est, selon Olivier Douard, traiter l'autre à égalité comme les deux plateaux équilibrés d'une balance. Il a acquis au XIXe siècle le sens d'intégrer, de faire disparaître l'élément étranger dans le corps social, J. Costa-Lascaux, 1997. La signification du terme assimilation vient du droit romain et recouvre une double acception. D'une part, l'action de rendre semblable dans le sens de faire accéder à l'égalité, d'autre part, l'acte de l'esprit qui regarde comme semblable ce qui est en réalité distinct. L'assimilation signifie une absorption radicale, une sorte de digestion sociale dans laquelle l'identité d'origine disparaît totalement, l'assimilé étant englouti, transformé sans réserve et sans retour. Le sens de la notion évolue jusqu'à désigner, de par l'expression fonction d'assimilation, le fait de s'approprier, de faire sien. Au cours de la période de la constitution de la sociologie, des années 1880 aux années 1950, le terme fut d'abord utilisé, aussi bien aux États-Unis qu'en France, pour désigner, selon Dominique Schnapper, le processus par lequel les nouveaux immigrants devenaient progressivement des membres de la société d'installation.
L'assimilation comme processus niant et détruisant les cultures d'origine des immigrés se voit dénoncée comme étant dès lors connotée par le nationalisme, le colonialisme et l'impérialisme. L'assimilation reste un mythe, puisqu'elle est l'élaboration de la nation qui a été qualifiée de politique d'assimilation, mais dans les faits cette politique n'a jamais réussi à éliminer les diversités. L'homogénéité des individus et des groupes à l'intérieur de la nation n'a été qu'un idéal, jamais concrètement réalisé. La sociologie américaine des années 1950 et 1960 pose l'assimilation comme une finalité inévitable et souhaitable. Une majorité de sociologues s'opposeront à l'avis des chercheurs de l'école de Chicago, pour qui l'assimilation constitue un moyen démocratique pour faire participer aux membres des groupes minoritaires à la vie collective, sans les contraindre pour autant à renoncer à leur culture d'origine. Le melting pot était un échec et il était condamnable. Lorsqu'ils s'assimilent, les immigrés adoptent les particularités et les habitudes du pays d'accueil et renoncent pour cela à leur mode de vie propre. Le processus est bien irréversible. L'assimilé change totalement de nature, son identité première disparaît. Il était attendu des immigrés qu'ils s'assimilent et qu'ils deviennent invisibles. L'assimilation est un processus et non un état. Elle comporte des dimensions diverses, entre lesquelles peuvent exister des décalages provisoires ou définitifs. C'est un processus qui doit conduire les immigrés à perdre progressivement leur spécificité culturelle, pour acquérir la langue et suivre le mode de vie des autochtones. L'assimilation implique une acculturation totale. L'immigré abandonne sa culture d'origine au profit de la culture française dans le cas des Domiens. Beaucoup de sociologues ont décrit la réussite du processus d'assimilation comme une renonciation à la culture d'origine, une atomisation des groupes au sein de la société d'accueil qui les absorbe. L'assimilation serait alors une démarche qui viserait à rendre l'autre semblable à l'individu national de souche ancienne. Cette position ne pourrait être acquise qu'au prix d'une déculturation synonyme de perte d'identité. L'assimilation, contrairement à l'insertion, apparaît en conséquence comme irréversible. Il est inconcevable de se désassimiler. Dans son introduction à Code Noir, de l'esclavage aux abolitions, Christiane Taubira rappelle que le renoncement à soi, s'il est volontaire, mène à l'aliénation, s'il est imposé, forcé, à l'assimilation. 2 impasses. Les assimilés doivent accepter les conditions que leur impose le nouveau milieu où ils s'établissent. L'assimilation des immigrés n'est pas un processus unique ou rectiligne, mais comporte des dimensions et des modalités différentes, impliquant des discordances entre ces divers processus, intégration et assimilation. Cette assimilation s'accompagne d'une acculturation, c'est-à-dire d'un processus au cours duquel les individus, immigrés ou non, acquièrent, perdent, renouvellent, élaborent, interprètent ou interprètent des éléments divers, précise Schnapper. Michel Tribala, qui avait mené une enquête sur les immigrés portugais, espagnols et maghrébins, constate qu'au cours du processus d'assimilation se produit un abandon progressif de la langue d'origine, que les pratiques religieuses communes se privatisent et que les pratiques matrimoniales subissent une évolution. Le corollaire en est l'établissement du lien politique avec la nouvelle nation. Ce processus peut être vu comme une succession de phases étroitement liées les unes aux autres. Milton Gordon distingue quant à lui 7 étapes successives de l'assimilation par lesquelles passent normalement les diverses populations issues de l'immigration. L'assimilation culturelle, structurelle, conjugale, identificatoire, l'absence d'hostilité puis de discrimination et enfin la dernière étape, l'assimilation civique. L'assimilation culturelle désigne la phase de l'adoption par le groupe minoritaire des modèles culturels de la société d'accueil, de la langue, des habitudes vestimentaires, des goûts musicaux ainsi que le respect des pratiques sociales et politiques. Il s'agit d'acquérir de nouveaux moyens, d'apprendre à user de mécanismes sociaux nouveaux. L'assimilation structurelle définit l'entrée des minorités ethniques dans les groupes primaires, c'est-à-dire les associations, les clubs, les institutions et les réseaux sociaux de proximité, voisinage, amis, famille. L'assimilation conjugale consiste à choisir son conjoint dans le groupe majoritaire, en dehors de son groupe d'origine. L'assimilation est effective lorsque l'individu s'identifie désormais à la société d'accueil. Les conditions d'assimilation sont dépendantes de l'attitude de la société d'accueil,
ce qui les rend extrêmement diverses et explique le fait que le processus peut être en but à de nombreuses difficultés et crises. L'assimilation n'est pas nécessairement garantie au terme du cycle, certains immigrés pouvant se retrouver dans une situation de démoralisation, qui se traduit par des pratiques déviantes telles la délinquance et l'alcoolisme. Pour la chercheure Myrna Safi, la théorie assimilationniste postule qu'au fil du temps et des générations, les populations issues de l'immigration se rapprocheraient de plus en plus des natifs, jusqu'à en devenir indiscernables. Robert Park rappelle que l'assimilation classique fait que la migration aboutisse à la situation de l'homme marginal. Les immigrants sont attirés par la culture de la société hôte, mais leur culture d'origine les retient. L'assimilation classique postule que les caractéristiques ethniques, normes de comportement, la langue, ou les enclaves professionnelles sont des inconvénients. Pour quitter cette position marginale, l'immigré doit se libérer de son ancienne culture. L'assimilation classique voit l'assimilation culturelle aller de pair avec une mobilité sociale progressive. Pour Alejandro Porte et Roxane Silberman, la théorie de l'assimilation segmentée considère que le processus d'incorporation se déploie en 3 modèles multidirectionnels. La mobilité sociale ascendante, caractérisée par une acculturation et une intégration économique dans les structures de la classe moyenne. La mobilité sociale descendante, caractérisée par une acculturation et une intégration économique, considérée comme réussie sans qu'elle s'accompagne d'une assimilation socio-économique. Enfin, intégration économique dans la classe moyenne, avec une acculturation retardée et une préservation délibérée des valeurs de la communauté immigrée et de la solidarité communautaire. Porte, 1995, Silberman, 2002. Cette théorie cherche à expliquer pourquoi et comment les nouveaux immigrés et leurs descendants adoptent des itinéraires d'intégration, différents de ceux des anciennes vagues. C'est cette forme d'intégration qui préserverait mieux les caractéristiques culturelles de l'immigré, sans qu'elle soit en contradiction avec la culture centrale de la société, et sans que cela implique des conséquences négatives sur l'intégration de l'individu dans d'autres domaines sociaux. En ce qui concerne la population domienne, la lutte pour l'assimilation remonte à l'abolition de l'esclavage en 1848. On peut trouver dans le combat mené par les esclaves affranchis les origines de la demande d'égalisation des droits entre citoyens. Le 19 mars 1946, l'Assemblée nationale française adoptait la loi dite d'assimilation. La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane devenaient des départements français, le but étant de rompre avec le statut colonial et d'assimiler culturellement et politiquement la population de ces 4 DOM à la nation française. Les vieilles colonies, devenues les égales des départements métropolitains, ne peuvent plus être soumises au droit colonial. En même temps, iconographie et discours officiels démontrent qu'une politique d'assimilation ne transforme pas avant des siècles le colonisé en petit français, comme l'affirment Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, en insistant sur le fossé qui sépare les métropolitains des indigènes. Camille Darcière considère pour sa part que les Blancs ne pouvaient pas, du jour au lendemain, du seul fait que les esclaves étaient libérés ou par le seul motif du décret, se faire à l'idée que les Noirs étaient hommes comme eux et leurs égaux. L'abolition de l'esclavage et l'instauration du suffrage universel ouvrent le chemin de la représentation à des hommes de couleur. Par la loi du 19 mars 1946, les vieilles colonies, devenues les égales des départements métropolitains, ne peuvent plus être soumises au droit colonial. Il est apparu politiquement incorrect de parler d'assimilation en direction des migrants des ex-colonies, compte tenu de l'usage de la notion pendant la période coloniale. Entre les années 1880 et les années 1950, le terme d'assimilation a été surtout employé par les journalistes et les experts, qui exigeaient, au nom de la mission civilisatrice de la République française, que les immigrants et les indigènes des colonies perdent toute spécificité pour se fondre dans la communauté nationale. Celui qui s'assimile oublie qui il est, et s'efforce d'imiter ceux auxquels il veut ressembler, car l'assimilation résulte toujours du désir ou de la nécessité d'imiter les autres. L'assimilation dépossède les peuples de leurs biens les plus précieux, leur culture, leur religion et leurs racines. La première tentative du colonisé pour changer de condition est celle de changer de peau, affirme Albert Memmi. Des négresses se désespèrent à se défriser les cheveux, qui refrisent toujours, et se torturent la peau pour la blanchir un peu, écrit-il.
Et poursuit, l'ambition première du colonisé sera d'égaler ce modèle prestigieux, celui du colonisateur, de lui ressembler jusqu'à disparaître en lui. Ses mœurs, ses vêtements, sa nourriture, son architecture, sont étroitement copiés. Le mariage mixte est le terme extrême de cet élan, à l'image de Mayotte Capétia qui incarne l'antillaise hantée par le besoin de se blanchir. Son nom est devenu, selon Mireille Nicolas, synonyme d'aliénation. Pour s'assimiler, il ne suffit pas de donner congé à son groupe, il faut encore pénétrer un autre. Or le colonisé rencontre le refus du colonisateur. À l'effort obstiné du colonisé de surmonter le mépris, son souci appliqué de se confondre avec le colonisateur, de s'habiller, de parler, de se conduire comme lui, jusque dans ses tics et sa manière de faire la cour, le colonisateur oppose un deuxième mépris, la dérision. Il déclare au colonisé que ses efforts sont vains, qu'il n'y gagne qu'un trait supplémentaire, le ridicule. Plus brutalement, il dira que le colonisé est un singe. Enfin, tout est mis en œuvre pour que le colonisé ne puisse franchir le pas, et qu'il admette que l'assimilation est impossible, conclut Memmi. C'est folie que de vouloir couler tous les esprits dans le même moule. Le principe est le respect scrupuleux des croyances, des mœurs et des traditions, affirmait Georges Legge, cité dans le dictionnaire de la colonisation française. L'ouvrage collectif L'esclavage, la colonisation et après rapporte diverses prises de position sur la question, notamment celle de Michaela L. Perina. La chercheure explique qu'en demandant l'assimilation totale, l'élite de couleur invitait l'État à matérialiser ses promesses, à donner une forme et un contenu à une citoyenneté française d'outre-mer pleine et entière. Maître mot de l'après-colonisation, l'assimilation à la société française ne réussit donc pas à faire en sorte que l'immigré se sente moins exclu. L'immigré est rejeté non pas parce qu'il est traditionnel ou différent, mais en raison de la disparition de cette différence, remarque Didier Lapeyronie. Et pour François Dubay, l'assimilation ne suppose nullement que l'immigré disparaisse dans une masse grise et homogène. Elle n'exige pas que l'immigré perde tout de son identité, mais elle implique qu'il la transforme et la gère différemment, qu'il l'inclut dans quelques modèles culturels élémentaires. Pour ces deux sociologues, les immigrés s'adaptent puis s'assimilent dans la société d'accueil. Pour autant, l'assimilation ne signifie pas l'abandon total de la culture d'origine et des liens avec le pays ou le milieu de l'immigration. Lorsque l'insertion et l'assimilation sont réussies, la double appartenance est souvent revendiquée comme une source d'enrichissement. Il va de soi, dit Dominique Schnapper, que toute tentative d'assimilation comporte bien des difficultés et bien des frustrations pour l'immigrant, et que c'est précisément le degré d'adaptation à sa situation qui indique le succès de l'entreprise dans son ensemble. Pour aboutir, l'assimilation demande que l'immigré perde tout ou partie de son identité pour s'approprier celle de la société d'accueil. Aujourd'hui, le terme assimilation, lourdement chargé d'une vision coloniale de plus en plus difficile à assumer, a été progressivement abandonné pour être remplacé par celui d'intégration. L'acculturation, étape préalable à l'assimilation, peut souvent être confondue avec cette dernière. L'affirmation que l'acculturation des étrangers est une condition nécessaire à leur intégration dans le pays d'accueil en est une preuve. Les processus acculturatifs ont un double caractère. Ils sont destructeurs ou au moins déstabilisateurs de solides traditions, et ils sont créateurs de réalités inédites, par les réorganisations auxquelles ils astreignent les formes anciennes et surtout, par l'avènement des nouvelles configurations culturelles qu'ils accouchent, ce qui fait de l'acculturation le principal vecteur de changement culturel, précise Michel Giraud. Les processus d'acculturation sont donc très complexes. Avant d'arriver à l'acculturation, un processus de déculturation doit être traversé, processus qui se traduit par une dégradation progressive des caractéristiques culturelles d'un groupe sous la contrainte d'une culture étrangère dominante. À l'époque du colonialisme, le terme d'acculturation a surtout été employé pour désigner une culture dominée qui se trouve mise au contact d'une culture dominante et subit très fortement son influence, jusqu'à perdre de sa propre substance originelle. Le concept d'acculturation prend origine dans l'anthropologie culturelle nord-américaine de l'entre-deux-guerres, et renvoie aux échanges culturels qui se produisent quand des groupes de cultures différentes entrent en contact de manière durable, ainsi qu'à leurs effets. L'acculturation n'exige pas pour autant l'abandon des appartenances et des identités,
comme il s'en dégage de l'analyse sociologique des logiques communautaires entreprises par François Dubé et Didier Lapeyronie dans les quartiers d'exil. L'intégration est un terme qui s'est imposé au milieu des années 1980, afin d'indiquer qu'il n'était plus question de demander aux immigrés d'abandonner complètement leur spécificité culturelle. D'après Jacqueline Costa-Lascou, pour ne pas retomber dans un système assimilationniste, qualifié par certains de système néo-colonial, la condition première de l'intégration est à la fois l'égalité formelle des droits et l'égalité réelle, autrement dit l'équité. Intégrer, notion passée du vocabulaire mathématique au vocabulaire sociologique au XIXe siècle, c'est donc aller de l'infime petit à une grandeur finie, d'une myriade de points indiscernables au tout d'une grandeur continue. Selon le dictionnaire Larousse, intégrer, c'est rendre entier, action de faire entrer une partie dans le tout. Le petit Larousse enfin, note que s'intégrer signifie s'assimiler à un groupe. De son côté, Myrna Safi explique que l'on a opté de manière quasi unanime pour le terme d'intégration, qui admet la persistance de spécificités culturelles des populations immigrées ou issues de l'immigration. Cette modification des termes traduit plus le poids d'une certaine idéologie politique, et aussi d'une culpabilité historique, qu'un véritable virement théorique. L'intégration est perçue comme un processus de convergence uniforme des caractéristiques des immigrés vers la moyenne de celle de la société française. Le HCI créé en 1989 voudrait que l'intégration soit considérée comme un processus qui susciterait la participation active à la société nationale d'éléments variés et différents, tout en acceptant la subsistance des spécificités culturelles, sociales, morales, et tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de cette variété, de cette complexité sans nier les différences, en sachant les prendre en compte sans les exalter. Une telle définition situe l'intégration avant tout dans ses dimensions culturelles. Malgré les différences présentes, on doit tendre vers l'égalité des droits et obligations, inviter les autres à une participation active à la société nationale. Chez Durkheim, le concept d'intégration renvoie à la société en général et non au cas particulier des immigrés et de leurs enfants. Le terme était réservé aux problèmes de la société dans son ensemble. Quand la société est fortement intégrée, elle tient les individus sous sa dépendance, considère qu'ils sont à son service et par conséquent, ne leur permet pas de disposer d'eux-mêmes à leur fantaisie, écrivait-il. Pour pouvoir vivre en société, tous les individus devaient s'intégrer dans de nombreux groupes sociaux comme la famille, la profession, le monde associatif, le quartier, etc. Le concept d'intégration se réfère ainsi à un phénomène multidimensionnel qui investit plusieurs aspects de la vie quotidienne des immigrés. Il introduit l'idée de réflexivité, d'interaction dans l'accueil. L'individu intégré n'est certes plus le même, mais le groupe intégrateur lui aussi a changé. Chacun est donc concerné par ce qui fait vivre ensemble. Le concept d'intégration évoque à la fois un état de cohésion et le chemin qui y mène. Il fait référence à des dimensions à la fois identitaires et sociales sans toujours en faire la distinction, opine Fortin, qui ajoute que l'intégration concerne de manière relativement indifférenciée de nombreux champs économiques, sociaux, culturels, politiques et symboliques. Le concept d'intégration renvoie avant tout et ce, malgré la confusion qu'il engendre, à un rapport social inégal où l'individu ou le groupe doit s'insérer dans un ensemble plus grand. Il n'existe pas d'intégration dans l'absolu. C'est un processus par lequel les individus participent à la société par l'activité professionnelle, l'apprentissage des normes de consommation matérielle, l'adoption des comportements familiaux et culturels, les échanges avec les autres, ainsi que la participation aux institutions communes. Ce qu'il importe de comprendre, ce n'est pas l'intégration en soi, mais les modalités de ces processus selon les différents aspects de la vie sociale. Il ne peut pas y avoir d'échelle unique pour mesurer l'intégration, puisque la vie sociale est formée de dimensions diverses et que les dimensions objectives et subjectives de l'expérience sociale des individus peuvent diverger. Ainsi, un groupe social est intégré dans la mesure où ses membres possèdent une conscience commune, partageant les mêmes croyances et pratiques, que les membres sont en interaction les uns avec les autres et se sentent voués à des buts communs. Dans ces diverses dimensions de la vie sociale, les modalités de l'intégration peuvent être décalées et même discordantes. L'intégration désigne un processus par lequel l'immigré s'adapte sans avoir à le faire unilatéralement,
aux conditions de vie dans le pays d'accueil. Dans L'immigration ou les paradoxes de l'altérite, Abdelmalek Sayad constate: c'est à partir de l'émigration et de toute la trajectoire du migrant qu'il faut analyser l'intégration. Celui-ci ne peut pas être saisi en cours de réalisation, car il implique tout l'être social des personnes et de la société dans son ensemble. Il est donc indispensable de voir la migration comme un facteur social total qui implique de considérer l'immigré et l'émigré en même temps. L'immigré n'oublie jamais qu'il est aussi émigré, et qu'il maintient donc un lien avec son pays d'origine. Ce n'est pas facile pour un immigré de se fondre aux normes et aux valeurs de la société d'accueil, car il est loin de sa famille. Abdelmalek Sayad définit l'intégration comme un processus dont on ne peut parler qu'après coup, pour dire qu'elle a réussi ou qu'elle a échoué, un processus qui consiste à passer de l'altérité la plus radicale à l'identité la plus totale. Selon lui, c'est toute la condition de l'immigré, toute son existence qui sont le lieu d'un intense travail d'intégration. Au point de susciter comme si de rien n'était, sans qu'on s'en rende toujours compte, et surtout sans solution de continuité apparente, de profonds changements, qui sont d'ailleurs les changements les plus durables. Nationaux et immigrés ajustent réciproquement leur comportement et leur mentalité, ce qui implique un effort de compréhension des autochtones et des immigrés. À l'instar de Sayad et de Costa Lascaux, nombreux sont ainsi les chercheurs à considérer que l'intégration nécessite du temps et qu'elle ne se décrète pas, mais se construit et se négocie. Pour Isabelle Taboada Leonetti, chercheure au CNRS et fondatrice de l'unité de recherche Migration et Société, le processus d'intégration revêt un caractère à dimension sociale, articulé selon 4 dimensions: économique, sociale, normative et symbolique. Il est question de ressources matérielles, relationnelles et identitaires. L'absence de l'une ou l'autre de ces mesures modifie le processus en cours. L'intégration économique se mesure par le niveau des ressources et par l'insertion dans le monde du travail. Depuis les débuts de l'industrialisation, le travail est devenu le critère et la norme de l'intégration sociale. Il procure non seulement des revenus permettant de participer économiquement à la vie de la cité, mais une véritable identité sociale, dont la capacité de définition est devenue plus forte que toute autre appartenance. L'intégration sociale est l'inscription d'un individu dans un ou des réseaux de sociabilité. Les liens sociaux sont extrêmement importants, car ils assurent la cohésion des rapports sociaux en remplissant des fonctions essentielles, telles que l'échange de services, l'entraide et surtout la représentation d'images identificatoires. L'intégration d'un individu passe donc par son inscription dans des réseaux de sociabilité primaires, qui lui permettent de se représenter sa place et son rôle au sein de son groupe d'appartenance et par rapport à la société globale. Ces communautés ont un rôle social et économique. Grâce à elles, les traditions restent vivaces et les dures conditions de la migration sont atténuées, comme le montre le cinéma pour Isabelle Taboada Leonetti. L'intégration symbolique s'exprime par la reconnaissance sociale du migrant, de la place qu'il occupe et de l'utilité de cette place au sein d'un système. Elle permet la reconnaissance identitaire, l'adhésion à un système de normes et de valeurs communes. L'individu ne peut être intégré que s'il accepte les normes sociales et se reconnaît dans les représentations collectives. En effet, son identité personnelle et sa valorisation, éléments indispensables de l'intégration, sont dépendantes de la façon dont il se perçoit et est perçu par les autres, au sein de son groupe d'appartenance et au sein de la société. Mohan Khelil définit à son tour l'intégration comme le processus par lequel un ou plusieurs individus vivant dans une société, étrangère par définition, manifestent leur volonté de participer à l'édification de l'identité nationale et de celle-ci qui, sur le plan économique et social, prend à leur égard toute une série de dispositions propres à atteindre cet objectif. L'intégration suppose, selon l'auteur, le partage d'un certain nombre de valeurs fondamentales et le désir de participer à l'édification d'un ensemble national. C'est un processus d'échange et de négociation permanente entre le pays d'accueil et l'immigré. Pour François Dubé et Didier Lapeyronie, l'intégration est la combinaison de 3 processus: insertion économique, assimilation culturelle et participation à la vie civile. Elle est une sorte d'acte volontaire, qui ne suppose pas l'abandon des spécificités personnelles de chacun, elle suppose par l'acquisition d'un statut de l'action,
l'adhésion à un système de valeurs et une culture nationale commune qui est nécessairement une culture moderne et universelle, condition du fonctionnement pratique d'une société différenciée. François Dubé identifie 3 processus sociaux de l'immigration correspondant à l'économie, à la culture et à la politique. L'intégration qui ne définit pas seulement la place attribuée à un groupe mais aussi son projet d'installation ou de départ comme son degré de cohésion interne. L'assimilation, qui distingue les mécanismes d'identification culturelle dominant l'expérience de migration, le rapprochement ou la distance des relations entre les groupes en présence, et l'identification nationale comme modèle de citoyenneté, de participation politique et vraisemblablement d'imaginaire historique et d'appartenance. L'intégration peut désigner aussi, comme pour Yves Grafmeyer et Jean-Yves Vauthier, le processus qui fait entrer un élément dans un ensemble, qu'un état de cohérence ou d'interdépendance résultant de ce processus. Alexis Spire l'a défini, lui, comme un processus social, économique, culturel et politique, de population composée de multiples générations, n'ayant en commun ni nationalité, ni lieu de naissance et le plus souvent ni langue maternelle, mais uniquement une origine particulière, alors que par définition justement l'intégration est un cheminement individuel et collectif complexe. L'intégration doit autoriser les dissemblances sur le plan des perceptions culturelles et des pratiques de la famille, de la société. C'est un phénomène dynamique et non pas statique. C'est un processus plus ou moins long et non un état. Elle implique 2 partenaires. D'une part, les immigrés qui doivent parcourir une certaine distance pour réaliser cette ambition, et d'autre part, le pays d'accueil qui prend un certain nombre de dispositions pour favoriser l'intégration. Cette dernière nécessite l'articulation entre les normes et les valeurs, d'une part, et les pratiques et comportements de l'autre. Cette articulation peut s'avérer conflictuelle lorsqu'il y a une inadéquation entre ces 2 aspects. Cela va contraindre l'immigré à gérer ses dysfonctionnements en modifiant ses valeurs ou ses pratiques, ou les 2 simultanément, selon son évolution et ses aspirations. L'intégration repose sur une dynamique d'échange telle que chacun accepte de se constituer partie du tout et s'engage à respecter l'intégrité de l'ensemble. Pour Andrea Rea et Marie Stripier, la réussite de l'intégration est soumise à la levée des discriminations, pendant que Jacqueline Costa-Lascou trouve que l'intégration passe par la garantie des libertés individuelles. Et Michel Viviorca de constater une disjonction croissante entre son modèle d'intégration républicaine, celui de la France, hostile à toute intrusion des différences identitaires dans l'espace public, et sa réalité sociale, qui dément quotidiennement et de plus en plus ce modèle théorique et son universalisme abstrait. Dans la mesure où elle admet la persistance de spécificités culturelles des populations immigrées ou issues de l'immigration, l'intégration se distingue de l'assimilation, qui vise à la disparition de toute spécificité culturelle. L'intégration, au contraire de l'assimilation, ne suppose pas la rupture physique et culturelle avec le pays d'origine. L'intégration est encore très souvent perçue comme un processus qui ne concerne que l'immigré. Il doit s'intégrer dans une société, considérée comme un tout homogène, et l'on occulte le fait que ce mouvement n'est pas ou ne devrait pas être à sens unique. Implicitement ou explicitement, le terme d'immigré est toujours associé à celui d'intégration. L'utilisation du terme intégration renvoie à l'idée d'une immigration qui s'installe et qui ne concerne plus seulement une main-d'œuvre, décrite de manière un peu caricaturale comme masculine, célibataire et ouvrière, mais aussi une population féminisée, ayant des enfants nés en métropole et touchés par un vieillissement relatif. Appliqué à l'immigration, le terme d'intégration renvoie aux pratiques sociales, juridiques et culturelles qui permettent aux immigrés de participer à l'existence collective de l'État-nation qui les a accueillis. Parler d'échec de l'intégration reviendrait à imposer aux migrants une norme de vie qui à aucun moment ne fut la leur, pensent Yves Grafmeyer et Jean-Yves Vauthier. Il s'agit d'abord de s'adapter à un mode de vie. La réussite ou l'échec de l'intégration dépend, d'une part, de l'accueil des autochtones et de l'image qu'ils renvoient aux immigrés, et d'autre part de l'intérêt que ces derniers portent à la culture du pays d'accueil. Selon Patrick Veil, la France a toujours choisi de respecter l'égalité des immigrés devant ses lois. Ce respect de l'égalité devant la loi, de la neutralité devant les origines à l'entrée comme sur le territoire national,
est peut-être la raison pour laquelle c'est en France que les immigrés et leurs enfants s'identifient le mieux à leur pays d'adoption. La France réussit beaucoup mieux l'intégration culturelle que l'intégration économique et sociale. La formation des cités-ghettos et des banlieues, la ségrégation et l'exclusion, les conflits meurtriers entre les minorités et les forces de police sont la preuve de l'inefficacité de ces modèles d'intégration. Aujourd'hui, le mouvement ouvrier, le syndicalisme, l'école, l'Église, toutes ces institutions semblent connaître d'énormes difficultés pour remplir leur fonction sociale d'intégration, affaiblie à la suite des crises économiques. La réussite de l'intégration passe par la prévention de la discrimination et de la ségrégation spatiale et raciale. Les discriminations, dont sont victimes notamment les personnes issues de l'immigration, constituent un frein sérieux à l'intégration, constatait Mekachra et Garminck. Désormais, analyse Didier Lapeyronie, la globalisation ne permet plus d'assurer une correspondance étroite entre culture économique et politique. Les institutions peinent à remplir leurs fonctions intégratrices et ne sont plus relayées par un monde du travail profondément transformé. Le défi est d'inventer une démocratie post-nationale autorisant le vivre ensemble. Immigration et intégration appartiennent à deux phases d'une trajectoire sociale qui ne s'articulent pas nécessairement et ne s'imbriquent pas automatiquement et mécaniquement l'une dans l'autre. On oppose à l'intégration, à la fois exigée aux émigrants et leur étant refusée, l'anomie ou la désorganisation sociale. L'anomie, notion clé chez Émile Durkheim, est tout aussi provisoire que la désorganisation. Les deux précèdent une période de réorganisation, sans pour autant que les immigrés soient intégrés au groupe d'accueil. Pour Franklin Frazier, l'état de désorganisation ne doit pas être considéré comme un état pathologique, mais au contraire comme un aspect du processus qui mène vers la civilisation. À l'intégration on oppose donc la marginalité, la déviance, l'exclusion, la délinquance, l'invalidation, la dissociation, la dissidence, l'émiettement, l'aliénation, la ségrégation et la désaffiliation. La situation de non-conformité conduit à la marginalisation, voire à la déviance, auquel on a assimilé longtemps les immigrés qui s'étaient alors coupés de la population. La non-conformité, voire la déviance, selon les circonstances, peut être perçue comme un élément fondamental dans le développement d'une société, parce qu'elle implique un certain dynamisme social. Les déviants stigmatisés, c'est-à-dire étiquetés et exclus, seront contraints d'élaborer des solutions qui leur permettront de survivre tant bien que mal au rejet. Une fois les outils conceptuels posés, l'approche quantitative se révèle indispensable à la compréhension du phénomène complexe des domiens immigrés que nous étudions. L'INSEE, la statistique et le recensement rénové. On ne peut parler de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du recensement, sans avoir abordé au préalable la définition du terme et l'histoire de la statistique. Selon Alain Desrosières, les statistiques ne sont jamais données, mais résultent d'un processus social coûteux, dont les composantes, tant cognitives qu'économiques, font partie intégrante de la société globale qu'elles sont supposées décrire. Ainsi, les auteurs du récent rapport de la COMMEDD insistent sur la nécessité que la fonction première de la statistique dans une démocratie soit une fonction critique, qui ne se réduise pas au comptage et dont les mécanismes ne soient jamais neutres. La statistique serait alors, écrit Alain Desrosières, l'ensemble formé par la mise en forme, l'enregistrement et l'analyse de données quantitatives, sous forme de séries, d'indices, de modèles économétriques et de beaucoup d'autres outils, aujourd'hui disponibles dans les banques de données et les packages informatiques. Le premier sens de status, origine de statistique, était en latin, la station debout, pour arriver à désigner dans ses sens dérivés un état des choses puis l'état d'une question. La première référence parvenue en français d'un emploi proche de celui actuel date du XVIIIe siècle et définit la statistique comme étant l'étude méthodique des faits sociaux par des procédés numériques. L'histoire moderne du concept commence, selon Philippe Tassi, avec l'école descriptive allemande de Göttingen et plus particulièrement avec l'économiste allemand Gottfried Aschenwall. En remontant plus loin dans le temps, le mot statistique semble appartenir au langage administratif français colbertien. Adolphe Quetelet serait l'un des fondateurs de la science statistique, telle que nous la connaissons maintenant. Selon Tillet, Quetelet fut d'abord attiré par l'idée d'utiliser des données partielles,
mais s'est rapidement rallié à l'idée selon laquelle cette pratique est incompatible avec la déontologie statistique, posant ainsi l'exactitude comme principe de base de la statistique. C'est Cutley aussi qui persuade la communauté scientifique d'invalider l'utilisation de sondages en tant que méthode légitime pour la statistique. Et c'est toujours lui qui, au cours d'une réunion à Londres en 1851, avait lancé l'idée de fonder une société internationale de statistique. Cette société verra le jour le 24 juin 1885, sous le nom d'Institut international de la statistique et sous la forme d'une association scientifique entièrement libre et indépendante des gouvernements. Le dictionnaire de sociologie définit la statistique comme le produit de procédures de classification d'entités sociales, puis de dénombrement, des instruments d'objectivation. La statistique serait, selon la définition donnée par Marion Setz et Florence Maillochon dans leur manuel universitaire destiné au premier cycle, parfois contesté, l'étude méthodique des faits sociaux par des procédés numériques, classement, dénombrement, inventaire chiffré, recensement, destinés à renseigner et à aider les gouvernements. Elle serait de surcroît une discipline mathématique permettant d'effectuer différents types de comptages, présentant un intérêt pour la société. Dans le domaine de la sociologie, il s'agirait de représentations quantifiées, de mesures du phénomène social à étudier, avec deux spécialisations: la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Dans sa thèse de doctorat, Dominique Luzinski, enseignant à l'université Berkeley, en Californie, décrit la statistique descriptive comme une discipline autonome. La statistique influence les disciplines dans lesquelles elle opère, mais une réciprocité existe aussi, car chaque discipline dans les sciences sociales a ses exigences propres. Quant à la statistique inférentielle, elle désigne les opérations nécessaires pour fournir des mesures quantitatives sur une population complète, à partir de l'observation d'une petite partie de la population. Les statistiques permettent aussi de rationaliser et de donner un caractère scientifique à une discipline encore peu institutionnalisée et dont les preuves restent à faire, et ceci depuis les travaux de François Simian et Maurice Albavax, rappellent encore les auteurs. La méthode statistique fournit elle-même de précieux instruments à ses critiques, souligne François Héran, en rappelant que pour Durkheim, l'appareil statistique soumet les divers agents sociaux à un traitement formellement identique, en faisant abstraction des personnes. Si le statisticien néglige... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.